Je vais commencer une série de vidéos suite à une demande sur le conflit qui se déroule aujourd'hui au Moyen-Orient. Déjà par avance, je m'excuse parce que je risque de pas être neutre. C'est assez épineux comme sujet, donc je vais faire mon maximum possible pour vous détailler tout sur tous les acteurs. Mais ça va être compliqué. Je vais essayer aussi donc voilà d'être complet, de rien oublier, d'être neutre. Et puis j'ai eu un problème de micro, donc c'est possible que l'audio soit un peu en décalage avec le visuel. Je vais essayer de faire mon mieux pour me raccorder, pour essayer de dire exactement les mêmes informations, parce que la première fois que j'ai tourné en même temps que le visuel, jusqu'à voir que mes microphones de mon PC n'étaient pas assez puissants. Donc voilà, donc je recommence avec mon téléphone, donc j'espère que ça ira. Donc avant de commencer, je fais la présentation de la région. Non, la présentation pardon des vidéos. Les vidéos, ça sera trois vidéos. Première vidéo ici sur les acteurs, deuxième vidéo sur l'historique et troisième vidéo sur ce qui s'est passé depuis il y a un an et ce qui va se passer, enfin ce qui va se passer, ce que les experts craignent, voire sont sûrs qu'il risque d'arriver et voilà, craignent beaucoup. Donc on va faire cette vidéo en deux parties. Une première partie, on va la consacrer à la bande de Gaza, une deuxième, enfin à Israël et la Palestine, et une deuxième partie qu'on va consacrer à, à la zone du Moyen-Orient. Donc Israël, vous voyez à peu près le territoire que c'est. J'ai tracé en un peu plus gros ce qui reste à peu près du territoire israélien, pas grand-chose qu'il n'y a pas sur la carte, et on le verra après. Israël, c'est ce territoire, et ils ont mis en place aussi un blocus autour de Gaza. Donc c'est le territoire en, en jaune, enfin en beige, et donc les territoires palestiniens sont les autres. Et voilà, je vous ai montré le blocus qu'il y a autour de Gaza de la part d'Israël pour éviter tous les trafics et tout ce qui pourrait rentrer dans Gaza, notamment en armes qu'Israël ne souhaite pas voir venir sur le territoire. Donc Israël, ce qui est important à savoir, c'est comme vocabulaire notamment, c'est que leur armée, c'est Tsahal, et que leurs services de renseignement qui sont parmi les meilleurs parce qu'ils ont essayé de contrecarrer notamment les nazis, c'est le Mossad. Enfin, contrecarrer les nazis, ils ont attaqué les nazis qui fuyaient notamment de l'Amérique du Sud. Là, je vous ai montré donc les plus grandes villes du pays, donc Tel Aviv, la capitale, Jérusalem qui aurait pu être la capitale, qui est deuxième ville du pays et qui est partagée entre l'Est et l'Ouest. Je vais y revenir un peu plus tard. On retrouve dans les grandes villes Haïfa et la ville de Nazareth qui est pour son importance religieuse assez importante dans tout le pays. Ensuite, donc, on trouve la Cisjordanie. La Cisjordanie, donc, la capitale, c'est Jérusalem-Est. Euh, donc, Jérusalem-Ouest étant sur le territoire israélien et Jérusalem-Est étant sur le territoire palestinien. Enfin, de l'autorité palestinienne, puisque donc je vous ai montré la Cisjordanie. La Cisjordanie, elle, est à l'autorité palestinienne et là, c'est Gaza qui est qui est au Hamas. Je vais y revenir dessus juste après. Donc, les acteurs de la région. On trouve notamment, alors tout d'abord, il y avait l'OLD, l'Organisation de Libération de la Palestine. Je dis l'OLD, je voulais dire l'OLP, excusez-moi, avec une grande figure qui est Yasser Arafat, qui a été leader de l'OLP. J'y reviendrai plus en profondeur dans la prochaine vidéo sur l'histoire.
Ce qui nous intéresse, c'est que ce mouvement va se scinder en deux plus tard. Il va se scinder donc en deux, une partie qui va rester à Gaza, une partie qui va rester en Cisjordanie. Il va y avoir à Gaza le Hamas et le Fatah en Cisjordanie. Donc en Cisjordanie, le Fatah, c'est le drapeau jaune. Euh, on peut voir notamment, donc ce sont eux qui contrôlent tout ce qui est dans les pointillés. C'est tout ce qui est en vert, c'est l'autorité palestinienne qui domine, entre guillemets, qui a tous les pouvoirs, et le reste, c'est Israël notamment qui peut avoir les pouvoirs sur la sécurité sur place. Tout ce qui est des triangles, ce sont des colonies, donc ce sont des colons, généralement des milices d'autodéfense qui vont sur le territoire israélien, sur le territoire palestinien, pardon, sans respecter aucune loi et qui chassent les populations locales présentes. Beaucoup d'organisations occidentales, Amnesty International, l'ONU, ont condamné ces agissements, voire certains même partis politiques israéliens. À l'ONU, c'est elle qui est représentée, donc qui est observatrice, au même titre que le Vatican, parce que ce sont deux entités qui n'ont pas vraiment de territoire, mais qui ont une énorme influence sur le monde. Donc voilà, donc l'ONU reconnaît cette entité, mais qui n'est pas un pays à part entière, parce que voilà, elle est coincée entre Israël et et surtout, elle n'a pas la totale elle n'exerce pas toutes les fonctions sur son territoire. Euh, donc voilà, donc là, l'Organisation de libération de la Palestine, le logo que j'ai montré. Désolé, je suis en plein décalage. J'ai oublié de vous parler aussi du fait que Israël possède l'arme nucléaire, du fait que Israël se sent isolé et Israël se sent menacé par tous les ennemis autour. Donc c'est pour ça qu'Israël a développé l'arme nucléaire et une très grande armée fournie surtout par les États-Unis, mais ils ont leurs propres armes aussi et surtout de la haute technologie. Euh, voilà, parce que Israël se sent menacé par les acteurs à côté. C'est vraiment une obsession de l'autodéfense, avec notamment le service militaire qui est toujours en place là-bas. Le Fatah, donc je vous l'ai montré, je vous en ai parlé, donc c'est un parti laïque, important à retenir aussi, parce que c'est ce qui va provoquer les problèmes en 2006, euh, et les problèmes avec le Hamas. Euh, le, le Fatah va être surtout soutenu par la Ligue arabe dont on voit le drapeau et les membres à côté. Je reviendrai un tout petit peu à la fin de cette première partie dessus. Et ensuite dans la partie Gaza, donc je vais montrer juste après, on retrouve le Hamas. Le Hamas qui va avoir comme allié l'Iran, j'y reviens juste après, qui va avoir comme allié la Syrie et le djihad islamique. Voilà, donc ce que je montre là, c'est surtout que la frontière entre la Cisjordanie euh, et, la, et la Cisjordanie, entre la Cisjordanie et la Jordanie est sous contrôle israélien pour la plupart. Même si la Jordanie est un allié d'Israël, normalement, Israël préfère se défendre au cas où des trafics d'armes qui peuvent arriver pour éviter que la population n'y ait accès. La population cisjordanienne est généralement plutôt... alors, ils les accueillent pas à bras grands ouverts, mais n'a pas trop de tension avec la police israélienne, même s'il y a souvent des manifestations et des heurts. Généralement, ça va, c'est surtout avec les colons qu'il y a de gros problèmes. Et
gros problèmes en termes de droits de l'homme, notamment. Et là, il y a eu quelques manifestations qui étaient durement réprimées à balles réelles par l'armée. Euh, donc ça se tend. Ici aussi, certains avaient peur que ça soit le nouvel endroit du conflit, mais apparemment ça sera plutôt au nord, car ça a l'air plutôt au nord que ça chauffe. On y reviendra après. Le drapeau du Hamas, donc le Hamas qui est dans la bande de Gaza, seul depuis... Alors, ils ont terminé la guerre en 2009 et ils sont débarrassés de tout ennemi depuis 2012. Donc le Hamas a une branche politique qui gère Gaza et une branche militaire, contrairement à ce qui a pu être dit ou vu. Des rapports d'Amnesty International montrent et démontrent euh, Gaza est un pays où le Hamas met un autoritarisme fort et fait appliquer la charia de manière très très forte. Le djihad islamique, eux sont les pays eux sont une organisation, pas la seule à appeler au djihad, mais c'est l'une des organisations qui appelle au djihad surtout pour projeter des actions contre Israël, pas tant pour avoir des actions dans la bande de Gaza. La Ligue arabe, donc j'y reviens, comme promis, désolé, c'est un peu le bazar, mais le soutien à Israël va pas toujours être le même selon les pays de la Ligue arabe. Par exemple, entre l'Algérie et le Maroc, ça va être totalement différent, mais parce qu'ils règlent leurs différends grâce à cette guerre. Et la Ligue arabe va surtout soutenir la Cisjordanie contre, contre le Hamas, parce que l'Arabie saoudite veut se différencier de l'Iran. Là, je vais passer dans une autre partie, qui est la partie sur le Moyen-Orient et le Proche-Orient. Le but étant de montrer donc les différents acteurs de la zone dans le conflit israélo-arabe, cette fois-ci, pas israélo-palestinien, parce que tout peut se jouer soit à l'échelle que je vous ai montré avant, mais voilà, ça peut aussi se jouer à une échelle beaucoup plus grande de toute la région. C'est d'ailleurs les craintes en ce moment des États-Unis, mais aussi de l'Égypte, que la région prenne feu. Donc là, les alliés d'Israël, j'ai commencé par eux, qui sont faibles. Donc il y a les Peshmerga, Kurdes, dont je vous ai montré le drapeau, des Kurdes, mais seulement en Irak. Je reviendrai sur la question kurde plus tard, mais c'est les Peshmerga kurdes qui sont dans la zone que je colorie en ce moment, qui soutiennent Israël, notamment contre les groupes qui, eux, ne soutiennent pas Israël, et en fait, ils ont surtout un ennemi commun, mais c'est ce qui arrive beaucoup avec la plupart des groupes soutenus par Israël. C'est surtout qu'ils ont le même ennemi en commun, et donc ils font du renseignement, des frappes contre leurs ennemis communs, des fois avec l'aide d'Israël ou pour le compte d'Israël. Là, c'est l'armée syrienne libre, c'est les rebelles syriens lors de la guerre civile syrienne. Donc je pourrais faire une vidéo dessus si vous voulez, parce qu'il y a eu beaucoup d'articles sur le monde là-dessus. Donc si tout le monde est calé ou si ça vous importe peu, pas de souci. Mais si vous voulez, n'hésitez pas à me le demander. Là aussi, ce sera en plusieurs épisodes parce que c'est long. Mais je veux bien essayer. Je sais pas combien de temps je mettrai à le faire, mais voilà. Donc eux, ben voilà, ils sont contre Bachar el-Assad, le dictateur en place, qui lui soutient Israël et est soutenu par l'Iran. Donc ça a beau être des groupes islamistes, voire terroristes, ils ont un ennemi commun et ils s'allient avec Israël pour pouvoir détruire leur ennemi commun. C'est vraiment le but, détruire l'ennemi commun. On va trouver dans les autres groupes l'armée du sud de Liban et les opposants iraniens, euh, les j'ai mangé, excusez-moi, les Mershmerga, c'est pas exactement ça le nom. Je vous invite à aller vérifier. Le nom m'échappe. Donc c'est des groupes plutôt socialistes, laïques. Alors il faut savoir que l'Iran, très vite, il y a eu une révolution contre le Shah. Le Shah en fait était
chef de l'État pro-occidental qui partageait plutôt le pouvoir, même si c'était un pouvoir fort. C'était pas tellement une dictature, mais il a voulu tenter un coup de force. Il a vu trois gros partis contre lui. Le parti donc des Mershméga, le parti des islamistes et les partis marxistes communistes. Tous ont mené la révolution et les islamistes ont ensuite imposé leurs lois. Enfin, ils ont gagné quoi, une guerre, tout simplement. C'est pas qu'ils ont imposé leurs lois, enfin, ils ont imposé leurs lois par la guerre. Et donc, ces groupes qui étaient certes contre le Shah se sont retrouvés contre les islamistes de par les méthodes utilisées et la non-présence de démocratie. Donc voilà pour les Mershméga iraniens qui sont donc soutiens à Israël parce qu'ils espèrent que Israël va les libérer du tyran iranien qui est dans une très forte répression. Et on trouve aussi donc l'armée Sud-Liban. L'armée Sud-Liban, c'est une armée de Libanais plutôt homogène en termes de religion. Non, pas homogène, pardon, hétérogène. Donc on va trouver vraiment de toutes les religions mélangées dans ce mouvement. Il n'y a pas une question vraiment de religion. Et ça va être en soutien à Israël qui avait envahi le Liban parce que ces groupes espéraient surtout se défaire de la présence du Hezbollah dans leur région, dans leur quartier, qui leur pourrissait la vie. Donc voilà, je les ai mis en couleur. Donc voilà, tous les acteurs soutiennent Israël par intérêt, c'est pas par idéologie, mais ils ont l'intérêt commun, les mêmes ennemis, maintenant, même s'ils ont pu avoir leurs heures de gloire. Les Syriens, l'armée nationale syrienne a eu un très gros pouvoir à un moment. Les Libanais, les Iraniens, les Kurdes moins, notamment parce que les Kurdes ont été victimes de génocide, euh, les Moudjahidines, voilà, j'ai retrouvé le nom exact, les Moudjahidines iraniens ont subi sa répression. Et les Libanais aussi ont subi une forte répression. Donc ils sont beaucoup moins forts, mais ils peuvent aider pour du renseignement et pour des attaques coordonnées contre des ennemis communs. Des fois, quand je parle d'attaques coordonnées, je ne parle pas d'attaques terroristes dans le sens où il n'y a aucun groupe qui ne va chercher à avoir des gens qui vont se faire exploser ou qui vont tirer à la calache en plein centre-ville. Maintenant, oui, on parle souvent de moyens terroristes. Alors, je laisse la question aux juristes, mais les juristes parlent des fois de terrorisme d'État de la part d'Israël. Là, c'est plutôt par des frappes, du fait qu'il y a des frappes des fois aveugles, dont le seul but est de tuer quelques combattants, quitte à faire des centaines de morts civiles autour. Mais donc voilà, on n'a aucun de ces mouvements qui ne va concrètement aller se faire exploser ou voilà, faire des attentats en plein centre-ville par exemple. On peut avoir certains éléments radicaux considérés comme terroristes, c'est d'ailleurs pour ça qu'on a arrêté de les financer dans l'armée nationale libre syrienne. Bon, j'ai mis ces quatre termes, ça dépend des noms en fait, ils se donnent plusieurs noms, mais voilà, il y a des fois des factions terroristes, mais c'est normalement ils s'entendent pas bien avec Israël. L'Iran dont je viens de vous montrer le drapeau, donc l'Iran, je vous ai fait son histoire, l'Iran qui considère les États-Unis comme le petit Satan, Israël comme le petit Satan, les États-Unis comme le grand Satan. Ils ont comme bras armés les gardiens de la révolution, qui parfois par des troupes d'élite se projettent sur le territoire ennemi, font surtout de la contrebande, font passer des armes, des moyens logistiques, des moyens financiers, de télécommunications à leurs alliés, leurs différents proxys, c'est le terme qu'on utilise pour parler des alliés directs iraniens. Donc l'Iran et ce que je vais vous citer là, donc les gouvernements ou les groupes rebelles font tous partie de l'axe de la résistance vis-à-vis d'Israël.
Pour terminer sur les gardiens de la Révolution, c'est la police des mœurs notamment, celle qui organise les attaques. Donc on a pu voir contre Masha Amini il y a 2 ans, qui a été morte alors qu'elle ne semblait pas résister, mais elle ne portait pas son voile et lors de l'arrestation plutôt musclée, elle en est morte, tout simplement. Donc voilà, donc on peut parler d'islamistes du fait de la charia qui est imposée en Iran et de la violence et du fait que ça règne par la peur, le pouvoir règne par la peur. Le Hezbollah, donc il est présent, lui, en Syrie, en Irak et au Liban. Ils ont des membres qui viennent de Turquie, d'Azerbaïdjan, de Syrie, de Liban, d'Irak. Bon, pas tellement d'Iran parce qu'ils sont soutenus par l'Iran, mais du coup, les Iraniens, c'est d'autres factions, d'autres groupes armés qui vont rejoindre. Et aussi, on en trouve des membres qui viennent du Pakistan, de l'Afghanistan. Voilà pour les membres du Hezbollah. Le Hezbollah, donc, il est dans la partie que je viens de vous montrer. Il a soutenu Bachar el-Assad. C'est vraiment le bras armé et politique de l'Iran, donc armé dans l'Irak et la Syrie, armé et politique au Liban, parce qu'il possède 30% des sièges du Parlement libanais. Donc là, je suis en train de montrer les pays d'où viennent les membres. Je suis désolé, j'ai pas bien repris l'ordre. Euh, Mais voilà, donc ils interviennent dans cette partie, ils ont participé à la guerre civile syrienne pour repousser les rebelles et Daesh du territoire syrien. Ils ont pu combattre Al-Qaïda ou Daesh en territoire irakien aussi. Donc c'est les bras armés de l'Iran qui continuent à aider aussi la Syrie de Bachar el-Assad. Garder la même mise sur son territoire contre les rebelles, contre Daesh, comme je vous ai dit. Elle a pu être aidée ou aider des factions chrétiennes, comme par exemple les gardiens de l'aube, des chrétiens très extrémistes, donc certaines coutumes peuvent ressembler de très proches aux coutumes musulmanes. Et, et donc, ils ont pu soutenir ces groupes parfois, qui se trouvent ici, donc les chrétiens du groupe de l'Aube, et qui étaient en fait séparés parce que là, ce que je vous montre en noir, c'est le territoire de l'État islamique, de Daesh. Et donc, c'est le Hezbollah qui va partir des armes aux gardiens de l'Aube, parce que Daesh, mais aussi les groupes syriens de la rébellion vont faire des enlèvements, détruire les églises, et donc il y a beaucoup de groupes, de différentes ethnies, de différentes religions qui vont se joindre à Bachar el-Assad, qui leur promet de, le- de ne pas s'attaquer à eux, qu'ils puissent continuer à avoir leur rite, leur culture, leurs coutumes, leur religion, si jamais ils restent loyaux. Et donc le Hezbollah va pouvoir avoir des fois l'aide de certains chrétiens, alors moins au Liban, parce qu'au Liban, avant, les chrétiens étaient persécutés, attaqués par le Hezbollah, notamment tous ceux qui avaient pu être proches des Occidentaux, parce que le Hezbollah menait des différents attentats, alors soit sur le sol libanais contre des forces américaines et françaises qui stationnaient ici, mais aujourd'hui, enfin dans les années 80, pardon, on en a retrouvé des attentats contre la France en France du Hezbollah. Donc voilà, donc le Hezbollah qui a du mal avec les chrétiens libanais, parce que ceux qui étaient trop proches des Occidentaux ont pu être attaqués. Mais voilà, c'est surtout les chrétiens qui sont plus proches du catholicisme qui vont avoir du mal. Ceux qui sont d'une autre branche beaucoup plus rigoriste, beaucoup plus extrémistes, proches de l'islam, vont s'entendre. Là, les rebelles Houthis qui se situent dans cette zone du Yémen, entre l'océan Indien et la mer Rouge sur les bords. Alors là, ça va être un jeu d'alliance parce que c'est des rebelles yéménites contre le gouvernement en place qui est soutenu par l'Arabie Saoudite. Donc l'Iran voulait contrecarrer les plans de l'Arabie Saoudite. Mais maintenant, ils se servent aussi des outils, donc qu'ils ont réussi à
à armer et à mettre sur leur coupe pour attaquer Israël. Donc on a vu des tirs de missiles, notamment, lors d'une grande opération sur laquelle je reviendrai dans la prochaine vidéo. Mais aussi du coup par l'attaque de nombreux bateaux qui passent par l'océan Indien et la mer Rouge, les bateaux occidentaux surtout les Israéliens, mais tous les occidentaux peuvent être visés. Euh, donc voilà, les rebelles Houthis qui sont contre le pouvoir en place et qui sont maintenant soutiens dans l'axe de la résistance. Donc là voilà, je vous trace la route que les bateaux empruntaient et ils ne peuvent plus l'emprunter à cause des rebelles qui attaquent les bateaux occidentaux. Donc l'Égypte n'est pas trop contente parce qu'ils ne passent plus par le canal de Suez qu'ils empruntaient avant, qui faisait la richesse de l'Égypte par toutes les taxes. Ils passent et contournent l'Afrique. Donc l'Égypte ne perçoit plus ces taxes et l'Égypte se voit pas contrainte, mais se voit pas dans cette taxe de la résistance qui ne lui sert pas finalement, qui est contre elle au final, puisqu'elle y perd de nombreux moyens. Dans l'axe de résistance, donc on y trouve les pouvoirs syriens et irakiens. Alors l'Irak, c'est un bazar pas possible entre toutes les tribus, les ethnies, et il y a eu de nombreuses guerres qui sont passées par là, les guerres civiles, les guerres avec les Américains, Daesh, Al-Qaïda, qui ont pu se mener différents conflits sur le territoire, les groupes d'autodéfense. Donc voilà, mais il y a beaucoup de groupes qui soutiennent euh, encore l'Iran, même si avant ils étaient ennemis jurés. Justement, l'Iran a réussi à faire rentrer pas mal de minorités, enfin les minorités qui étaient chiites ont réussi à s'imposer face aux minorités, face aux majorités sunnites. Enfin, je termine par les Kurdes. Les Kurdes qui sont positionnés ici. Alors ces Kurdes, pourquoi ils soutiennent l'Iran? Parce que en fait, Bachar el-Assad leur a promis d'avoir ce territoire disponible. Et donc ils empêchent notamment les Américains qui ont des bases sur ces territoires d'aider Israël par ces bases. Les Kurdes ayant combattu les rebelles syriens et Daesh. Ils ont fait une trêve avec Bachar el-Assad. Bachar el-Assad leur donne une autonomie et les protège contre la Turquie qui veut les détruire. Beaucoup de forces se retrouvent au sein du Parti national syrien, que ce soit libanais, syrien ou irakien. Ce parti est très influent, c'est le parti de Bachar el-Assad. Et donc beaucoup de groupes font partie de ce parti et ont une position très très critique envers Israël. Voilà, j'espère avoir pu présenter au mieux les différents acteurs. Je m'excuse pour la qualité du son, qui ne doit pas être parfaite puisque j'enregistre avec mon portable, et surtout pour la différence qu'il peut y avoir entre les images et ce que je dis parfois. J'ai essayé de faire mon mieux, mais je vous avoue que le son coupé, quand j'ai vu que le son était très mal enregistré, ben j'étais pas très content. Et donc ben voilà, j'ai essayé de recommencer quand même. Je suis désolé, la vidéo est assez longue aussi. Mais voilà, j'ai essayé de faire mon mieux pour tout vous présenter.